Présentation. Les réseaux, les différents types de réseaux. LAN. Qu'est-ce qu'un LAN, Local Area Network? La réponse généralement formulée est, c'est un réseau local. Bien que la réponse soit techniquement correcte, elle n'est pas assez précise. Il faut se pencher un instant sur le terme local. Bien entendu, l'adjectif local désigne une zone géographique, plus ou moins délimitée par l'existence d'un mur ou d'une barrière plus ou moins définie et qui sert à délimiter physiquement une étendue. Réseau LAN. Un LAN peut effectivement être un réseau dont l'étendue s'arrête à partir d'un emplacement défini. En général, cet emplacement défini est le routeur du fournisseur d'accès Internet qui fournit l'accès au WAN, voire la section suivante. De nos jours, il n'est pas rare qu'une entreprise dispose de plusieurs sites géographiquement séparés, qui eux aussi disposent d'un réseau que l'on devra dénommer LAN dans ce cas. L'entreprise dispose-t-elle alors d'un LAN? De plusieurs. C'est pour répondre à cette question que l'on peut également considérer le LAN comme étant l'ensemble des équipements réseau sur lesquels l'entité entreprise peut effectuer un contrôle direct. Dans cette explication, il faut alors considérer que l'ensemble des réseaux qui composent l'entreprise forment le LAN de l'entreprise. Lorsqu'il faut caractériser la taille d'un réseau local, deux dénominations reviennent généralement, SOHO et campus. SOHO, Small Office Home Office, désigne les petits réseaux composés d'une à 10 machines et qui n'ont généralement pas de besoin avancé. En général, un réseau SOHO se compose seulement d'un routeur qui dispose d'un switch intégré ou d'un petit switch séparé et d'un routeur. A l'inverse, les réseaux de type campus sont des réseaux vastes qui s'étendent sur plusieurs étages et barres obliques ou plusieurs bâtiments. Ici, les besoins sont plus complexes et il est nécessaire de structurer le réseau afin de le rendre performant, extensible et tolérant aux pannes. WAN. Le WAN, Wide Area Network, par opposition au LAN, est l'ensemble des équipements sur lesquels l'entreprise n'a pas un contrôle direct en tant qu'entité. D'un point de vue géographique, l'acronyme WAN désigne les réseaux des opérateurs Internet, qui sont effectivement bien plus étendus que les réseaux d'entreprise. En règle générale, ce qui se situe derrière le routeur d'entreprise est dénommé WAN. Cependant, d'autres termes ont été introduits pour décrire de manière plus précise ce qui peut être vaguement désigné comme un WAN. Réseau WAN. Le WAN peut donc s'étendre géographiquement entre des villes, des pays voire des continents. La gestion du WAN est l'affaire des fournisseurs d'accès Internet qui gèrent et organisent les interconnexions des réseaux et s'organisent en groupes dénommés AS, Autonomous System. Les fournisseurs d'accès sont soumis la plupart du temps à une réglementation nationale qui régule également la mise en place des infrastructures physiques qui permettent d'effectuer les interconnexions. MAN. Le MAN, Metropolitan Area Network, définit un type de réseau qui s'étend à une métropole ou à une zone géographique qui s'en approche. Par exemple, le réseau à grande vitesse qui interconnecte plusieurs centres de données situés dans une même grande ville est qualifié de MAN. Ces réseaux ont souvent une contrainte majeure qui est l'obtention de vitesses élevées, 10G, 40G ou plus, avec des temps d'accès bas. Ces réseaux sont alors généralement construits à base de fibres optiques qui permettent d'atteindre de longues distances de manière assez aisée. Les MAN sont souvent utilisés par les fournisseurs d'accès Internet pour relier les centres de données ou par les administrations universités qui ont besoin de connecter des sites géographiquement situés dans un périmètre relativement restreint. Le MAN est bien moins étendu qu'un WAN dans sa portée géographique. 3.5.4. WAN. Le WAN, Wireless LAN Area Network, désigne le réseau sans fil. Tous les équipements participant au réseau sans fil comme les bornes d'accès et les contrôleurs Wi-Fi sont désignés ainsi. Finalement, le WAN fait partie du LAN mais a la particularité de ne nécessiter aucun fil. Pendant longtemps, le WAN était considéré comme une extension du LAN filaire et une solution d'appoint pour les utilisateurs mobiles dans l'entreprise. Depuis quelques années, le WAN est devenu un réseau à part entière grâce aux améliorations technologiques qui permettent d'assurer un très bon niveau de sécurité ainsi qu'une couverture et un débit constant. SAN. Le SAN, Storage Area Network, est le réseau de stockage. Le principe d'un SAN est de laisser penser à un serveur, grâce à différentes technologies, que ces données sont situées sur un disque connecté localement. Pour un serveur utilisant un réseau SAN, en réalité le disque se trouve le plus souvent dans une baie de disques et cette baie de disques contient les disques de plusieurs serveurs physiques ou virtuels. Un mode de stockage où le disque est directement attaché au serveur est appelé DAS, Direct Attached Storage. C'est le fonctionnement le plus ancien et aussi le plus classique pour nos machines domestiques. Le SAN permet donc d'acheminer les données depuis le serveur vers les disques en passant par différents équipements. Le SAN est régi par des contraintes fortes et particulières car il ne doit souffrir d'aucune perte de paquet. Si l'on ramène les opérations de lecture et d'écriture sur un disque local, perdre un paquet signifie manquer une lecture ou une écriture. Par exemple, si un système d'exploitation rate une lecture sur un fichier système critique, le résultat est souvent le crash pur et simple. Les temps d'accès et la rapidité de transfert sont également des éléments clés pour les SAN qui tentent de rendre l'éloignement du disque transparent pour le serveur. Enfin, en termes de redondance, il est nécessaire de mettre en œuvre les moyens qui permettent d'accéder aux informations lorsque c'est nécessaire car si l'information devient indisponible, le travail est impossible. D'un point de vue pratique, les réseaux de type SAN ont pris de plus en plus d'ampleur car plusieurs avantages les accompagnent.
Le stockage n'est plus directement dépendant du serveur qui l'utilise, il est donc possible de décorréler les opérations du serveur de celles relatives au stockage de ces données. Par exemple, il devient possible d'augmenter l'espace disponible sans jamais démonter physiquement le serveur. Pour la virtualisation, la machine peut être déplacée d'un endroit à un autre tout en conservant l'accès à son disque. De plus, traiter le SAN comme un réseau à part permet de mettre en œuvre des moyens supplémentaires pour sa redondance et sa sécurité. Le SAN peut par exemple fonctionner en mode cluster et ainsi la perte d'une baille de stockage complète devient beaucoup moins critique. Les réseaux SAN ne sont pas détaillés dans ce syllabus. Intranet. L'intranet est un réseau privé normalement dédié à l'usage exclusif d'une entreprise. Les ressources mises à disposition via cet intranet sont accessibles exclusivement depuis les postes appartenant à ce réseau et de plus, il peut être nécessaire de posséder les autorisations adéquates, identifiant /mot de passe, pour y accéder, accès personnalisé. Souvent le terme intranet est utilisé pour décrire le ou les serveurs web d'une entreprise sur lesquels l'employé peut accéder à la plupart des ressources dont il a besoin. Parmi les outils disponibles sur ces intranets, il y a le Wi-Fi, les bases de documents comme SharePoint et les ERP comme SAP. Pour la partie sécurité, on y trouve souvent des services d'annuaire reposant sur LDAP ou des protocoles dérivés. Il est également possible de considérer les moyens de communication directe comme participant à la construction de l'intranet, par exemple les logiciels de messagerie, qu'il s'agisse des emails ou des outils de messagerie instantanée, et les solutions de visioconférence. Extranet. L'extranet, lui, est conçu pour être accessible depuis l'extérieur de l'entreprise, c'est-à-dire au travers d'Internet. Bien entendu, cela impose des contraintes de sécurité et la mise en place de solutions de filtrage par firewall et d'authentification est nécessaire. Les employés peuvent ainsi accéder à l'extranet depuis chez eux mais l'extranet est souvent bien plus utilisé pour les communications avec les partenaires externes à l'entreprise comme les clients ou les fournisseurs. Comme pour l'intranet, l'objectif est de simplifier l'accès à l'extranet. Pour atteindre cet objectif, la solution est d'utiliser autant que faire se peut les protocoles standards tels que HTTPS et SFTP40. Plus d'être supporté par les navigateurs standards, il propose également un certain degré de sécurité en chiffrant les données. Intranet et extranet. Internet. Internet, enfin, est le réseau mondial qui permet l'accès aux différentes ressources mises à la disposition des internautes. Internet est souvent décrit comme un réseau de réseaux. En effet, des millions de réseaux s'interconnectent entre eux, des réseaux privés, des réseaux publics, des réseaux gouvernementaux et universitaires, pour composer un énorme réseau au sein duquel différents flux cohabitent. Internet peut être considéré comme un réseau résilient car étant donné le nombre d'interconnexions, publiques et privées, qui existent, il est peu probable qu'un jour l'ensemble du réseau s'effondre. L'accès à Internet s'obtient grâce à un fournisseur d'accès Internet, fait ou ISP, Internet Service Provider en anglais, par des moyens variés. Ces moyens sont répartis en technologie filaire et technologie non filaire. Ce réseau de réseaux est en réalité un ensemble structuré autour d'entités appelées AS qui s'interconnectent au moyen du protocole de routage BGP. La description d'Internet et du protocole BGP dépasse largement le cadre de ce syllabus, c'est cependant un sujet extrêmement intéressant qui permet de découvrir l'envers du décor du réseau informatique le plus dense jamais créé. Plusieurs projets ont eu pour objectif d'essayer de fournir une représentation visuelle d'Internet, par exemple le projet OPT dont l'adresse est http://www.opt.org/maps/ qui montre les données recueillies. VPN. La traduction littérale de VPN, Virtual Private Network, est réseau privé virtuel. Techniquement, il est possible de séparer les VPN en deux grandes familles qui sont les VPN site à site et les VPN client à site. Un tel réseau est qualifié de virtuel car il n'existe pas physiquement, il n'y a pas de câble de 500 km qui relie un site A à un site B. Le VPN trouve donc d'autres moyens pour tenter de fournir un service similaire en garantissant, ou en tentant de garantir, une sécurité comparable. VPN site à site. Un VPN site à site relie deux sites distants par-dessus une infrastructure réseau public, par exemple par-dessus le réseau Internet. Si deux sites d'une même entreprise souhaitent communiquer ensemble, en protégeant les échanges, ils peuvent avoir recours à un VPN. D'un point de vue réseau, ces sites sont virtuellement interconnectés par un routeur géant, Internet. Dans un tel scénario, les échanges sont chiffrés pour empêcher que l'interception de données ne compromette la sécurité. On parle alors de tunnels VPN, et deux équipements intermédiaires, un de chaque côté, appelés terminaisons VPN sont utilisés, il peut s'agir d'un routeur ou encore d'un firewall. Tunnel VPN site à site. Il existe également des variantes non chiffrées comme les VPN MPLS. L'objectif est alors de connecter plusieurs sites distants dans une topologie de type point-to-multipoint par-dessus l'infrastructure réseau d'un même fournisseur d'accès. Dans ce cas, le VPN est vu comme une commodité car c'est le fournisseur d'accès qui a la responsabilité de la disponibilité du réseau privé virtuel. Cela permet au fournisseur d'accès d'utiliser la même infrastructure réseau pour le réseau privé de deux clients différents et le client n'a pas besoin de construire des tunnels VPN entre tous ces sites. Attention donc car même si les fournisseurs d'accès parlent de VPN MPLS, il n'y a pas de chiffrement des données par défaut.
Cependant rien n'empêche le client d'un tel service d'utiliser des boîtiers de chiffrement ou des tunnels chiffrés pour assurer la confidentialité des données. Enfin, un VPN ne passe pas obligatoirement par Internet, il est possible de créer des tunnels VPN internes entre deux équipements au sein de l'entreprise afin de protéger le trafic. VPN client à site. Les VPN clients à site ont pour but de fournir à un poste situé à l'extérieur de l'entreprise, sur un réseau partenaire ou domestique, un accès sécurisé au réseau de l'entreprise. De cette manière, le client ou l'employé peut obtenir un accès réseau aux ressources de l'entreprise au travers d'une simple connexion Internet. Tunnel VPN client à site. Ce type de service est de plus en plus utilisé car il offre la possibilité aux employés qui sont souvent en déplacement d'accéder directement aux ressources nécessaires. Il est également utile lorsque l'entreprise désire offrir des possibilités de télétravail à ses employés. La mise en place d'une telle solution nécessite de faire l'inventaire des exigences de sécurité car elle fournit un accès réseau à l'entreprise depuis des postes ou des réseaux qui peuvent ne pas être considérés comme sécurisés. Les grands challenges des réseaux. Les réseaux convergents. De nos jours, certains réseaux sont décrits comme des réseaux convergents. La notion de convergence implique que deux éléments ou plus viennent s'inscrire au sein d'un même ensemble. De quoi s'agit-il en ce qui concerne les réseaux ? Lorsqu'on parle de réseaux convergents, on parle le plus souvent de réseaux qui servent à la fois de support pour les données courantes mais aussi pour la téléphonie et la vidéo. Réseaux convergent. Historiquement, la téléphonie était traitée sur son propre réseau et de manière totalement indépendante. Les experts en télécommunications maîtrisaient alors parfaitement les tenants et les aboutissants du transport de la voix au travers des paires de cuivre et des autocommutateurs. De l'autre côté, les réseaux de données étaient gérés par les informaticiens sur un support complètement séparé. Ces deux mondes ne se rencontraient jamais. Avec le développement d'Internet et les possibilités de numérisation de la voix, il est devenu possible de faire en sorte que données courantes et flux téléphoniques soient traités tous deux sur le même média physique. Réseau non converge et converge, PSTN, Public Switched Telephone Network. Le challenge était alors de faire en sorte d'avoir la même qualité téléphonique sur un réseau transportant également des données courantes. Problème, la téléphonie et les données courantes n'ont absolument pas les mêmes contraintes de traitement. Les données courantes supportent en général plutôt bien les pertes de paquets car ces derniers peuvent généralement être retransmis, les paquets envoyés dans le désordre peuvent être remis en ordre par la machine réceptrice et elles sont très tolérantes au délai et à la gigue, c'est-à-dire respectivement le temps nécessaire pour un transfert de données et l'écart temporel de réception entre deux paquets. Autre caractéristique dans le transfert des données courantes, elles ont tendance à tenter de prendre un maximum de bandes passantes. La téléphonie, elle, ne supporte pas les désagréments que l'on peut faire subir aux données courantes et pour des raisons facilement compréhensibles. Imaginez simplement une conversation avec un interlocuteur face à vous. Que se passerait-il si d'un seul coup il décidait de vous parler avec des syllabes dans le désordre ? Ou s'il oubliait une syllabe sur 3 ? C'est à peu près le résultat que vous obtiendriez si votre flux téléphonique subissait les traitements dont on vient de parler pour les données courantes. Vous l'avez déjà sûrement expérimenté, qu'il s'agisse de microcoupures et de phénomènes de voix robotisée, une conversation téléphonique de mauvaise qualité est particulièrement pénible. Ainsi, lorsqu'on tente de faire voyager ensemble deux flux qui n'ont pas du tout les mêmes besoins, on parle de réseaux convergents. Il s'agit d'un challenge car il devient nécessaire de mettre en place des mécanismes qui permettent à chacun des flux d'être traités à sa juste mesure, le tout dans la plus grande transparence possible vis-à-vis de l'utilisateur. Les réseaux voix données sont donc considérés comme convergents au même titre que les réseaux vidéo données ou encore voix vidéo données.